Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo jeudi à 7 h du matin. On va parler beaucoup Bitcoin aujourd'hui, Nasdaq, S&P 500. Je parlerai un petit peu de la dominance aussi du Bitcoin par rapport aux cryptoactifs global. C'est très important et il y a des choses très intéressantes. On parlera bien sûr order flow, order book. On voit tout ça en fin de vidéo. Je vous parlais de deux petites cryptoactifs où j'ai du mal à trouver les news au niveau des fondamentaux. On en a essayé d'en discuter hier sur le Discord par rapport à la vidéo d'avant-hier. C'est BCD et BTS. On essaiera d'en discuter ensemble parce que je pense qu'il y a plein de nos cryptoactifs qui se retrouvent dans cette situation-là et on est un peu pieds et poings liés de savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on se retrouve un petit peu dans la panade. Vous savez, un petit peu comme si on marchait dans le sable. On va essayer de répondre ensemble à cette question en fin de vidéo de façon assez succincte avec méthodologie. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur, dans l'onglet documentation, une petite doc, un Google Doc d'une stratégie que j'ai écrite et que je vous offre gratuitement qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, à la télécharger, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement moyen-long terme. C'est clairement fait pour ça. Vous avez tous les liens dans la description. On est plus de 6000 sur le Discord aujourd'hui, donc merci à tous ceux qui nous rejoignent au quotidien. On est plus d'une cinquantaine à rejoindre chaque jour. Je trouve ça juste incroyable. Merci infiniment et surtout avec toujours bienveillance. Il y a beaucoup de membres expérimentés qui nous rejoignent aussi au quotidien pour partager leur pédagogie, leur expérience, que ce soit d'un point de vue technique, chartiste, graphique, mais éventuellement et également, mindset, psychologie, pédagogie, etc. par rapport à toutes leurs expériences passées. C'est extrêmement important. Et merci pour cette bienveillance-là. Je n'en demandais pas autant pour le coup et je suis extrêmement et agréablement surpris de vous voir et de vous compter parmi nous. On commence avec le Bitcoin. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai pris une position de couverture. Vous vous rappelez, lundi, je vous ai posté une vidéo sur ce que Bitcoin va faire avec 3 scénarios possibles qu'on va garder en fait tout au long du mois. Vous avez bien aimé ce format-là, donc on le reprendra chaque mois et on essaiera de faire un feedback, un flashback ou un feedback sur ce qu'on a vu, ce qu'on a au niveau des bougies mensuelles, quotidiennes et les bougies weekly, donc hebdomadaires, pour essayer de reprendre un peu de recul pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction, quel scénario on est en train de jouer, est-ce qu'on peut jouer les 3 en simultané, etc. Et on est en train de jouer les 3 en simultané. Donc dans mon approche, j'ai pris en fait un short à contre-tendance de couverture par rapport à mon capital que j'avais investi un petit peu sur Solana, un petit peu sur EGLD comme je vous l'avais dit. Donc je me dis j'ai pas envie de reperdre 50% sur mes cryptoactifs, ça m'embête un peu, on a déjà bien perdu parce qu'on n'avait pas suffisamment couvert sur cette énorme V-top sur le Bitcoin, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris un petit short de couverture, j'ai à peu près protégé 70% de mon capital, je suis pas 100% protégé parce que ma philosophie, ma psychologie me tend à la hausse, on risque de breaker avec force et détermination cette fameuse zone des 44 500 $, ou voire clôturer au-dessus des 46 000 $. Donc on attend, mais on ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Donc j'ai posé en fait mon stop juste au-dessus de mon premier arrêt par rapport à un trou dans le volume profile sur un agglomérat d'ordre, c'était assez intéressant. Donc j'avais l'habitude de le faire, juste ici au niveau de mon stop de couverture. Je vais enlever ça, vous le voyez peut-être pas très bien. Voilà. Hop, je passe ici, vous avez en fait une espèce de poche ici, un trou dans le volume profile. Le cours aime bien venir travailler là-dedans, il est venu travailler avec cette toute petite mèche-là, il peut venir ici, s'il commence à remonter au-dessus des 44 500, 45 000 $, je pense que c'est bon signe pour une continuation haussière, mais pour l'instant on est en train de travailler sur en fait un haut de range. Et tant qu'on ne casse pas le premier arrêt et on travaille sur ce haut de range, le plus probable qu'est-ce que c'est de faire un petit tour dans le bas de range. Dès lors, est-ce qu'il faut maintenant agir? Est-ce qu'on peut commencer à positionner des billes, etc. Oui, je vois beaucoup de personnes sur le Discord commencer à placer des jetons, placer des pions pour dire j'attends ça pour agir. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Soyez patient, attendez avant d'appuyer sur achat, puisque vous, quitte à perdre entre guillemets une toute petite hausse de 3-4% pour derrière en prendre peut-être 100%, c'est ça en fait qu'on va attendre. Parce que le risque à appuyer maintenant, c'est qu'on se prenne une tatane et qu'on reperde 30 ou 40% de notre position, ce serait quand même dommage. C'est pas une mauvaise idée, mais ce serait quand même dommage, puisqu'actuellement nous n'avons aucune confirmation. Donc j'ai pris ce stop de couverture pour 3 raisons. La première raison, alors que nous sommes actuellement dans une zone de rechargement d'achat long terme. Enfin moyen terme, si je reprends mes précédents bottom de marché par rapport à mon top, on est bien entre les 618. Bon, je l'ai mis à l'envers, je vais le remettre correctement, ce sera beaucoup plus lisible. Ah, il est où mon truc? Ah ben là. Juste en dessous, je m'y perds. Voilà, dans les paramètres, dans le style, et on va le remettre, on l'inverse. Donc je suis bien entre mes 618 ici sur les 44 500 $ et les 786, donc 37 800 $, dans une zone de rechargement d'achat actuellement. Donc shorter ce marché maintenant, c'est clairement être en contre-tendance.
On est contre-tendance, puisqu'on est dans une zone de rechargement d'achat, dans une tendance long terme en weekly. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne vient pas casser les précédents lots, on est dans une tendance haussière en weekly. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, shorter le marché maintenant, sur un haut d'un range, c'est intéressant si on est range trader, puisque les range traders vont shorter les hauts de range et acheter les bas de range. C'est leur style de trading. Ok, quelle que soit la time frame que vous allez donner, vous avez plein de petits ranges, en d'autres petits ranges, en d'autres petits ranges. On peut même aller en minutes, vous avez d'autres petits ranges, et là, ce sera plutôt pour des scalpers sur des fractions de temps, moins de 10 minutes entre guillemets en position, pour essayer d'absorber des tout petites fractions de pourcentage. Faites attention aux frais. Je ne le fais plus, je ne le fais pas. Je me sentais pas du tout bien dans ce style d'investissement, mais je vois que sur le Discord, il y a quelques personnes qui se sentent très à l'aise là-dedans, et n'hésitez pas bien sûr à vous en imprégner, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais d'un point de vue en fait rationalité, rendement moyen, long terme, j'avais en fait ce travail-là pendant plus d'un an, à faire du trading court terme en horaire, en minutes, 15 minutes, 5 minutes, etc. Avec Bookmap, voilà, c'est Bookmap le petit site. Enfin, il y a plein de petits sites très intéressants. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'essayer de structurer, de rationaliser du scalping, du trading, de l'intraday. Mais malheureusement, en fait, sur le moyen long terme, vous faites les calculs au bout d'un an, ce que vous aviez placé sur le Bitcoin en arrière, bah, c'est bien plus rentable, entre guillemets, sans rien faire, que de faire du scalp pour, bien évidemment, une grande majorité des traders amateurs ou des traders amateurs. Il y en a qui gagnent beaucoup, je ne dis pas complètement le contraire, les exceptions existent dans tous les domaines et dans tous les corps de métier. Bah, malheureusement, pour moi, c'était pas quelque chose qui me correspondait de façon qui me donnait pleine satisfaction, donc j'ai décidé d'arrêter et de faire plutôt de l'investissement moyen long terme et de vous partager tout simplement mon expérience. Donc si vous n'agissez pas sur ce marché, c'est tant mieux, et c'est même plutôt bon signe, parce qu'actuellement, on ne peut malheureusement pas agir sur ce marché. Je reste en daily et je voulais aller chercher une petite poche de liquidité pour vous expliquer voilà pourquoi j'ai pris cette décision-là. Un premier arrêt, tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Je ne dis pas que je vais me faire éclater mon stop, entre guillemets, puisque dans 90% du temps, quand je commence à prendre une position de protection, je me fais dégommer. Donc c'est plutôt un indicateur psychologique très intéressant pour le coup, puisque quand je décide de faire ça, je me fais dégommer. Néanmoins, il y a quand même des choses qui tendent à me dire que je ne suis pas forcément en dehors d'une stratégie de protection, puisqu'il y a des énormes clusters de liquidation actuellement sur FTX et sur Binance, ici donc des zones de liquidité sur les 40 000 $, mais également sur les 35 000 $. Si vous descendez un tout petit peu, vous avez également une zone, ce qu'on appelle une zone de capitulation ou de peur extrême qui serait en dessous des 30 000 $. Pour le coup, si le cours tendait à venir en dessous des 30 000 $, ce serait probablement pas la fin du monde, mais ce serait probablement, juste d'un point de vue graphique et technique, une situation, une sensation de capitulation et de peur extrême sur les marchés financiers, notamment sur les marchés crypto. On voit que CAC 40 est en train un tout petit peu de tirer la tranche, S&P 500, on va en parler juste après. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est pas forcément surprenant dans ce contexte géopolitique ou économique actuel, notamment sur le mois de mars, la remontée des taux, ça a été prévenu par la Fed, on dit beaucoup qu'on a déjà anticipé ou pricé au niveau de la Fed, c'est pas une certitude absolue, hein. Vous savez, des fois c'est buy the rumor, sell the news. La news n'est pas encore tombée. On est sur 0,25 points d'augmentation par rapport au taux directeur à 30 ans, me semble-t-il, sur la Fed, mais ça peut très bien être un peu plus, ou ça peut être très bien être pas du tout. Et on ne sait pas comment le marché, entre guillemets, va réagir à cette news-là, et non pas à la rumeur. La rumeur, elle n'existe plus, puisqu'on le sait que ça va arriver. Donc ce sera plutôt la news. Et la news, on ne l'a pas encore, entre guillemets, on ne l'a pas encore digérée. Même si les acteurs du marché actuellement à Wall Street, etc., sont au courant, une grande partie de la population sera, entre guillemets, au courant lorsque ça tombera. Et généralement, les acteurs du marché, ceux qui sont vraiment dans le game, profitent en fait de ces lancements de news, notamment sur le Times, etc., pour pouvoir initier des mouvements de volatilité. Bon, peut-être très éphémère ou très, très succinct, mais ça, ne pensons pas que la news a déjà été postée, puisque c'est pas vrai. Elle n'est pas encore là, la news, donc automatiquement, si la news n'est pas sortie, elle ne peut pas être pricée. Par contre, la rumeur a très probablement déjà été pricée. Donc des poches de liquidité, et également dans la vidéo de lundi dernier, sur les 3 scénarios, vous savez, qu'on va tendre tout au long du mois, c'est très intéressant. Il y avait Karen qui éventuellement poussait sur environ les 30 000 $, avec des clusters sur l'order book au niveau de OKEx sur les 30 000 $. On peut revenir assez rapidement sur l'order book au niveau de OKEx, on le voit ici. Donc je me protège tout simplement de ça, d'un pic de volatilité ou d'une cascade de liquidation, notamment sur des acheteurs un petit peu trop agressifs actuellement. Et donc je protège une grande partie de mon capital. Mais c'est
complètement normal, complètement maîtrisé, et puis je ne profiterai juste pas d'une toute petite hausse, comme vous, si vous n'êtes pas encore investi dans le marché crypto et que vous venez juste d'arriver sur la chaîne, ou que vous venez d'arriver dans l'univers de la cryptosphère, c'est pas maintenant qu'il faut acheter. Hein, on n'a pas le signal encore. Les planètes ne sont pas alignées. Elles tendent à s'aligner, mais pour l'instant, c'est pas la pleine lune. Hein. On voit un beau croissant, une bonne moitié de croissant, mais c'est très positif, okay, puisqu'on commence à accepter un haut de range. C'est toujours extrêmement positif, mais le plus probable, c'est bien évidemment d'aller faire un petit tour dans le bas du range. Ok. Donc ça, c'était la première chose. Également, je voulais vraiment prendre le temps avec vous de parler de ces fameux supports résistance, on en avait beaucoup, je vais tout effacer, ce ne sert plus à rien de garder, des fameux supports et résistances qu'on peut tendre en fait à déterminer comme un prix entre guillemets théorique, ou un prix qui nous arrange le mieux. On va prendre par exemple les 44 500 $. Et en fait, on tend à penser et à se créer un biais psychologique pour dire si c'est en dessous, c'est pas bon, si c'est au-dessus, c'est bon. Et on voit que le cours tend à mécher au-dessus, revenir en dessous, etc. Il ne faut pas forcément prendre des tout petits fils ou des toutes petites trendlines de support résistance, mais plutôt des zones. Et les zones sont beaucoup plus adaptées, entre guillemets, à une rationalisation de prise de décision. Si je prends en fait une espèce de zone, mais un peu plus importante, de plus ou moins 2000 $, c'est quand même beaucoup plus visible. On a une espèce de zone noire ici. Donc tant qu'on navigue dedans, en fait on n'agit pas. Hein, l'idée c'est un peu ça. Tant qu'on est dans la zone noire, on n'agit pas. On ne peut pas agir dans la zone noire. Donc actuellement on se trouve exactement dans cette zone noire. Donc on ne peut pas agir. Donc si on passe au-dessus, c'est positif. Si on clôture au-dessus en weekly, c'est très positif. Si on clôture en dessous, ce ne sera pas positif. Ok, mais au moins on essaye de rationaliser et d'avoir une approche plutôt moyen-long terme par rapport à des zones et non pas des prix. Parce que le prix n'a que très peu de choses à dire en fait. Le prix on s'en fiche. Le Bitcoin pourrait être à 436 000 $ à l'heure où je vous parle, ça n'a aucune incidence sur les graphiques, sur les trendlines, sur les zones, sur les poches de liquidité, etc. On s'en fiche complètement. Par contre, des réelles zones de combat, là ça devient intéressant en attendant des confirmations, des clôtures en weekly pour nous en fait donner le signal et aligner ces fameuses planètes sur du moyen long terme ou du court terme, pour ceux qui utilisent plutôt du court terme. Voilà, je voulais peut-être gommer un biais psychologique là-dessus, donc moi je vise ces zones-là, on est au-dessus d'une zone noire entre guillemets, je prends un short de couverture parce que j'ai tous mes graphiques ou toute mon analyse chartiste qui me tend en fait à le faire, puisque le plus probable qu'est-ce que c'est, jusqu'à preuve du contraire, à l'heure où je vous parle, ça peut changer peut-être dans la journée, ou demain, ou après-demain, ou à la fin de la semaine, c'est de faire tout simplement un tour en bas du range. Ni plus ni moins, on est toujours dans ce range, rien ne change. On va regarder un petit peu au niveau de l'order flow, le sentiment, ça c'est toujours important, et après je reviendrai sur S&P 500, sur Nasdaq, et sur la dominance. Côté Coinalyse, on voit des choses très intéressantes, le funding qui redevient positif, on voit que c'est croissant, le prix est complètement croissant, et l'open interest est croissant. Pour moi, malgré en fait ce fameux ratio long-short, mais comme je vous le disais, c'est plutôt des positions qui se clôturent actuellement, puisqu'on voit qu'il y a un petit dégonflement, donc probablement des personnes qui sont en longue, qui arrivent en haut d'un range, clôturent des positions, donc les range traders qui ont acheté le bas de range, les range traders qui ont acheté le bas de range en position de levier, avec un stop peut-être sous la structure, c'est normal qu'ils prennent des profits ici. Donc automatiquement, les positions de longue se clôturent pour les range traders. Donc le ratio long diminue au bénéfice du ratio short. Mais pourquoi le ratio short augmente à ce moment-là ? Parce que c'est logique que les range traders ou les acheteurs de bas de range deviennent in fine des vendeurs haut de range. Donc en fait, ils transforment leur long en short, tout simplement. Et ils viennent pour essayer de refaire un bénéfice, un profit. Mais à l'inverse, à ce moment-là, un range trader, tout simplement. Donc il est logique de voir en fait ce ratio, dans un haut de range, tendre à s'inverser. Et dans un bas de range, également, tendre à s'inverser. On a plus de long dans un bas de range, par exemple, et plus de short dans un haut de range. Mais c'est par rapport au nombre de comptes. On n'a pas les montants à ce moment-là. Les montants, ils n'y sont pas. Les montants, on peut éventuellement les déduire sur le funding rate. Plus ils sont élevés, plus il y a des montants qui sont engagés en achat, en prêt, d'accord, pour pouvoir acheter ce marché. Et actuellement, c'est ça que je vois, moi. Moi, je vois plutôt que les comptes sont majoritairement en short. Ça, c'est une certitude, on le voit sous les yeux. Enfin, c'est une certitude, non, en fonction des datas qu'on a. Est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses ? Sur Binance, on peut mettre des gros points d'interrogation, mais on imagine juste que la tendance est réelle. Et je vois qu'il y a plus de personnes en haut de ce range, sous une résistance, commencent plutôt à acheter, à mettre des leviers avec des forts taux d'emprunt. Pourquoi ? Parce que le funding est positif. Ce qui tend à me dire que probablement qu'on va sortir ces gens-là.
D'ailleurs, je vous parlais encore tout à l'heure, on était vers les 45 200 $, on est à 43 600. C'est des toutes petites poches de liquidité, ils sont en dessous. Hein. Au niveau des poches de liquidité, je vais le retrouver ici sur analyse graphique. Juste là, je l'ai posté ce matin, me semble-t-il. Je sais plus trop où, je vous l'avais montré juste avant. Oh, il est où? C'était si tôt que ça? Peut-être. Voilà, juste là, on a en fait ces poches de liquidité sur FTX et actuellement sur Binance, là sur les 40 000 $, hein, on va le grandir très fort. Voilà, juste ici 40 000 $, et après 35 000 $ un petit peu plus, 34 000 $ et 30 000 $ le cluster, mais ça on en avait parlé dans la vidéo de lundi, on va pas y revenir. Donc voilà, tous les ingrédients font que actuellement on est sur un runner range, le plus probable c'est de faire un bas de range ou le break. On attend, on n'a que ça à faire, on n'a rien d'autre à faire que à observer. Donc ça c'était côté Coinalyse. J'aime bien aussi vous rappeler, notamment sur les options, qu'il y a le max paying price actuellement sur les options du 25 mars à 42 000 $. Donc il est probable, malgré des petits mouvements de volatilité à la baisse ou à la hausse, toujours dans Shorens, qu'on vienne très probablement s'approcher entre les 40 et les 44 000 $ avant la fin du mois. Ok, ça c'est important de le prendre en considération. Il n'y a pas des records d'open interest, hein, c'est 60 000 bitcoins, mais c'est quand même pas rien. Je prends généralement moi les expirations mensuelles. À l'intérieur, ça m'intéresse moins, c'est beaucoup moins représentatif. Les gros clusters actuellement, c'est plutôt 40 000 $, 42 000 $, 44 000 $ pour que les market makers gagnent, comme très, très souvent, entre guillemets. Et après, vous avez deux gros strike price pour les vendeurs de put. Donc, ce sont les vendeurs à ce moment-là. Alors, c'est pas les vendeurs, c'est plutôt ceux qui se couvrent. Les vendeurs qui se couvrent pour être garantis de pouvoir vendre leur bitcoin à 30 000 $, ou ceux qui sont garantis d'acheter du bitcoin à 50 000 $, pour ceux en fait qui voient en fait le bitcoin partir beaucoup plus haut. Ok, donc 50 000 pour les acheteurs et 30 000 pour les vendeurs. Oh, ok, coupe la part en deux, 42 000, max paying price, ok, ça se tient, aucun souci avec ça. Donc on peut tendre à se retrouver aux alentours des 40 000, 44 000 $ avant la fin du mois, hein, vers le 25 mars de cette année. Évidemment. Ok, ça c'était super important. Je voulais qu'on fasse un tout petit tour, je l'avais posté dans le Discord hier par rapport à Glassnode, je sais pas si je vous l'ai dit, non je vous l'ai pas dit hier, parce que j'avais coupé un peu la vidéo, j'avais parlé plus d'1h30 hier, je trouvais ça pas du tout intéressant de vous poster une vidéo d'1h30 ce matin, donc je l'ai cuté complètement, juste vous montrer ça sur mes favoris. On y va maintenant sur les adresses en fait de plus de 1000 et plus de 10 000 bitcoins. Je sais pas si ça va marcher ou pas, par rapport à internet. Ça bug un peu, il y a beaucoup de monde sur Glassnode actuellement. Je vais rafraîchir peut-être. Je voulais vraiment vous en parler. Oh, c'est beau, ça a beaucoup tourné sur Twitter, ça a beaucoup tourné chez mes confrères influenceurs, on l'avait partagé également hier, hein, donc ça tourne un petit peu, bon, je l'ai pas, ok, tant pis. Mais concrètement, c'était qu'il y avait énormément d'achats, entre guillemets, de bitcoin sur les adresses de plus de 1000 bitcoins et plus de 10 000 bitcoins, donc à un moment donné, ce petit pump en fait avait été généré par un achat massif entre guillemets sur le spot, ce qui est plutôt extrêmement positif. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a des baleines qui vont acheter ici sur le spot qu'ils vont gagner. Nécessairement, pas du tout. Hein. Mais c'est plus intéressant d'acheter dans une zone de rechargement d'achat, c'est une certitude bien sûr absolue. Je l'ai pas alors? Ça marche pas? Ça marche pas aujourd'hui. Je le posterai sur le Discord pour ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. Basta pour ça. On continue avec deux petites crypto-actifs et je finirai cette vidéo là-dessus, comme ça on ne fait pas une vidéo trop longue aujourd'hui, il n'y a rien de presse. Je voulais parler de BCD. BCD, c'était une crypto, j'en avais parlé dans la vidéo d'hier, qui perd 40% ou qui perdait 50%. Bon, apparemment juste un pump and dump, je n'ai pas très bien compris l'histoire, donc ça a fortement dégringolé, puis ça remonte tout doucement là actuellement, donc ça a repris 33%, alors que le reste entre guillemets du cryptoactif a plutôt stagné, n'a pas fait grand chose. Donc je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai pas trouvé la news, allez savoir, peut-être une simple chasse à la liquidité pour repartir de plus belle, pour complètement décharger le train. Moi je ne suis pas sorti du train, parce que j'ai pas compris, donc si je comprends pas, je peux pas agir, donc je préfère agir, peut-être que le fondamental rattrapera toujours la technique, ça reste extrêmement baissier sur Bitcoin Diamond, je ne dis pas du tout qu'il faut investir. Je me dis juste que j'ai mis en place des stratégies d'investissement sur des espèces de structures en W proche, en W weekly dans une première classe. Je suis pas complètement délirant pour le coup. Bon, j'ai perdu quasiment 60% de ma position, c'est pas très grave, j'ai mis moins de 0,3% de mon capital là-dedans, donc c'est pas très grave, mais je trouvais ça intéressant sur un gros malentendu d'un espèce de gros pop and dump, pourquoi pas. Donc en fait, on voit que ça commence à revenir tout doucement.
Eh bah, soyons patients et puis on verra bien si on structure des choses à ce moment-là, mais je réinvestirai pas, bien évidemment, sur un couteau qui tombe, quel que soit le prix. Même si ça a déjà perdu 99% de sa valeur et ça repère 50%, j'achète pas des couteaux qui tombent. J'attends des structures, j'avais mis une position, c'était rationnel dans une zone éco avec une divergence sur mon MACD et sur mon RSI, possible W daily minimum. Malheureusement, j'ai pas eu la confirmation du weekly, et ben, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Basta, j'ai mis 25 ou 30% de la position que je voulais mettre à la base. Et je voulais aussi qu'on parle de BTS. BTS intéressant, je sais pas trop non plus ce qui se passe un petit peu sur BTS. On continue dans cette dynamique baissière, toujours aussi baissier. BTS, je crois que je l'ai tout en bas. Voilà, juste ici, j'ai peut-être mes gris-gris. Donc je vais probablement remettre un investissement dans BTS, parce que pour moi, ça vit encore. Et on me posait souvent la question de savoir, mais Hermès, comment tu sais que ça vit encore? Est-ce que tu penses que ça peut encore en fait faire des nouveaux plus hauts, etc. Bon, moi j'avais fait un petit gris-gris là-dessus, je voulais vraiment vous en parler. Donc c'est une plateforme décentralisée conçue pour fournir un réseau de paiement mondial plus efficace. Donc c'est un peu un XRP un peu light, j'imagine. Hein. Ça a été créé en 2014, donc ça a un petit peu de bagage quand même. La plateforme Michel a été gérée par une société autonome décentralisée qui permet aux détenteurs de jetons BTS de... J'ai fait mon petit gris-gris, j'ai fait mon petit truc, je me suis dit que ça se tentait, ça venait pas casser les pressants en lot. Donc là on avait cassé les pressants en lot dans une zone de première classe. J'ai investi dans le première classe, je trouvais ça intéressant ce fameux push au niveau de cette énorme structure en W mensuel, pourquoi pas. Il y a une énorme M-top en mensuel, bon bah soyons patients, ça latéralise, j'ai mis une position là-dedans, et ça repère en fait encore et encore. Est-ce que ce truc est mort? Non, ce truc n'est pas forcément mort, puisque quand je vais faire un tout petit tour sur CoinMarketCap, je vois que c'est une méga micro-cap, hein. Donc là vous voyez 80 millions, mais ne regardons pas forcément ça au pied levé, puisque quand ça valait 80 centimes de dollar, ici il n'y avait pas marqué 80 millions. Actuellement, ça vaut plus rien, c'est 0,02 centimes. Donc si on fait x100, on est bien d'accord que ici, il y aurait marqué 8 milliards, quoi. Ou 800 millions. Vous voyez ce que je veux dire? x10, 800 millions, et x100, 8 milliards. Ok? C'est super intéressant de voir ça. Puisqu'en fait, la market cap, déjà la market cap tout seul ne veut strictement rien dire s'il n'y a pas tous les jetons qui ont été distribués, et en plus la fully diluted, est-ce que ça a vraiment du sens ou pas par rapport à un potentiel? Non, ça n'a aucun sens. La valeur en fait d'un actif, la valeur d'une crypto n'est qu'une seule chose, la rencontre entre l'offre et la demande. Moi ce que je vois c'est qu'il y a très probablement des gens qui étaient parfaitement d'accord pour acheter ce truc à 42 centimes et qu'aujourd'hui ils sont moins d'accord d'en acheter à 2 centimes. Ce qui est un peu étonnant quand même. Ok, donc ce truc est encore en vie, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais remis en cause la dynamique de fond très long terme, hein, c'était 0,005 centimes de dollars, donc je pense que les post-ICO c'était aux alentours des 1 centime de dollar, ça a dû se prendre une carotte derrière la tête ce truc là, donc bah, on relatéralise, et puis peut-être que vous allez voir le truc partir en l'air, on ne sait même pas comment. Alors avant de le voir partir en l'air, hein, c'est très intéressant d'en parler, bah, vous aurez des structures avant. Ok, vous aurez les structures comme ça dans un énorme W, dans un énorme W trimestriel. Et si on vient clôturer au-dessus ici des 0,15 centimes de dollars, donc oui, j'ai pris une position là, donc je vais prendre rapidement mes profits parce que je joue en fait ces poussées-là dans des zones de rechargement logique d'achat. Hein, je suis pas trop d'accord pour voir mon prix descendre encore, mais c'est pour ça que je ne mets pas l'intégralité de ma position. Mais peut-être que vous allez retrouver du truc à 30 centimes de dollars ou bien plus haut, peut-être 1 dollar. Vous allez dire, mais c'est incroyable, on en a acheté à 2 centimes de dollars et maintenant ça coûte 70 centimes. Et évidemment, on aura pris des profits dans la montée, il y aura des choses qui se seront passées. Ce que je me dis, pourquoi c'est encore en vie, c'est que quand je vais voir la communauté, bah, il y a encore des personnes qui tweetent sur Twitter, quoi. Donc si ça tweet encore un petit peu, il y a très très peu de follow, hein. C'est pas du play to earn ou c'est pas du NFT, c'est un peu moins sexy, BitShare apparemment, c'est plutôt sur la DeFi. Peut-être qu'ils ont loupé leur coup, il y avait une grosse poussée sur la DeFi en 2019-2020, bah, là peut-être c'est plutôt les NFT et le play to earn et les jeux vidéo et le gaming et le streaming, pourquoi pas? Mais je vois que ça retweet, je vois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, ça a été posté le 22 février, bon bah ok, hein, salut les collègues, warning, je sais pas quoi, stop, Telegram, ok, bon, il y a de la vie, hein, c'est ça que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est qu'il y a entre guillemets, actuellement, il y a de la vie. Alors, est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Est-ce que c'est des mauvaises nouvelles? Comment ça peut être pris, etc. De plein de façons différentes. Le seul objectif, c'est de voir qu'il y a encore des choses qui sont en train de se passer sur ce projet-là. Mais bien évidemment, il y en a un gros paquet qui ont quitté le navire. Et justement,
C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le navire que c'est peut-être une excellente possibilité de réinvestir dans des magnifiques structures en W weekly. Ne nous trompons pas, il y a des gens qui ont acheté ce token à moins de 0,005 centimes de dollars. Dès lors, ils sont encore en x4 pour les premiers venture capital qui ont pris très allègrement des profits, vous imaginez bien, quand il est monté à 80 centimes. Mais techniquement, je pense qu'ils n'ont pas tout vendu. Ils n'ont pas tout vendu. Il y en a encore. J'imagine, qui ont la possibilité de repartir très fort. Je reviens sur Glassnode, ça marche toujours pas? Non, je voulais faire un petit test, parce qu'on pourrait regarder si BitShare il existe. BTS, non? BitShare? BTS? No data, no data, tant pis, parce qu'on aurait pu avoir en fait le tokenomics de savoir combien d'adresses les plus grosses adresses détiennent de tokens. Bon, c'est pas grave, on l'a pas. Parfois, vous avez 99,2% des tokens sont détenus par 1% des adresses, ce qui est plutôt intéressant puisqu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent avec leurs jetons. Je finis très rapidement avec le S&P 500, le CAC 40. Le CAC 40, on l'avait vu avec un des membres du Discord, je ne sais plus qui, je crois que c'est Thor64. Il me disait, est-ce que cette épaule tête-épaule est éventuellement confirmée? Oui, vous pouvez confirmer cette épaule tête-épaule. Pour moi, je la confirme, même si elle est complètement biaisée. J'aime bien quand elles sont bien droites. Mais c'est difficile sur les indices, hein, même si on peut très bien la faire extrêmement droite, cette épaule tête-épaule. Donc j'ai pris la sienne. Il m'a dit, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que tu la confirmes? Oui, elle peut parfaitement être confirmée. L'objectif, c'est clairement les 6100 points. 6120 points. Ce qui est très intéressant, ce fameux objectif d'épaule tête épaule sur le CAC 40. Donc c'est pour ça que même si ça revient ici, c'est pas la fin du monde, parce qu'on reviendrait juste sur une énorme structure d'un break du précédent TH. Voilà. Donc est-ce que en fait, entre guillemets, tout ça, c'est pas en fait un excès de volatilité ou un excès de confiance des marchés financiers pour revenir un petit peu secouer le cocotier et revenir entre guillemets case départ février 2020? Le marché fait tout le temps ça. D'ailleurs, le marché fait tellement ça qu'il viendra très probablement pas chercher exactement ça. Parce que s'il vient chercher ça, bah parfois, en fait, il donne pas raison. Hein. Il continue un petit peu à secouer. Donc, ce qui est probable, pour le coup, si on voit un regain sur les marchés financiers, et notamment, c'est qu'on ne vienne pas, en fait, complètement clôturer cette épaule tête épaule. Et je tends même à dire qu'on vient parfois juste sur les 0,618. On va juste regarder ça. Parce que pour le coup, c'est peut-être intéressant de le regarder. Est-ce qu'on est venu sur les 0,618 ? C'est marrant quand même. On y est quasiment quoi. On est venu là-dessus, 0,618, on est en train de travailler dans une zone de rechargement d'achat, on peut même les imaginer comme ça, bien évidemment, tout fonctionne avec les Fibonacci. Donc on vient à retravailler, à repousser entre guillemets un 618. C'est très très intéressant. Aussi bien on clôture exactement sur les 0,618 ici. Je ne l'ai pas très bien tracé hein, pour le coup, mais on imagine que c'est quand même assez étonnant. Si je le fais exactement par rapport à là, ça donne quoi? Par rapport à une épaule tête épaule? C'est marrant quand même. On y est vraiment, ça mèche dessus, c'est impressionnant l'histoire par rapport à cette épaule tête épaule. Super, ok. Bon, magnifique concernant le CAC 40, donc oui, ça tire un peu la tronche. On fera une vidéo ce week-end par rapport aux actions du CAC 40. Il y a eu beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, avec grand plaisir. On parle très rapidement du S&P 500. Et j'ai pas envie de le regarder comme ça, le S&P 500. On voit que c'est baissier, on structure des choses qui sont pas très jolies. On essaie peut-être de se conforter avec des bougies de ravalement, etc. Ok, pour ceux qui utilisent les bougies, les doji, les japonais, pourquoi pas. Mais ce que j'aime bien voir, moi, c'est que je gomme tous mes billets quand je passe en fait hors inflation. Et en fait, hors inflation, on voit des choses qui sont extrêmement puissantes. On parle beaucoup de la guerre, et j'ai beaucoup encore de commentaires par rapport à la guerre en Ukraine, etc. Oui, mais en fait, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est qu'on est bienvenu, je l'avais déjà montré régulièrement, mais je le remonte parce que je pense que c'est tellement puissant et tellement intéressant. Ici, on est hors inflation sur l'indice du Nasdaq, dans une zone de rechargement de vente logique long terme, très long terme, depuis les années 2000. Hein, donc, hors inflation. Donc là, c'est vraiment sans l'impression monétaire et sans inflation. Ok, pas de problème. Donc, il est logique que proche d'une zone de rechargement de vente, le cours soit rejeté. Ok ? Il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Nouveau variant? Parce qu'à mon avis, on en a encore 5 qui sont arrivés, mais on en parle moins à la télé, bien évidemment. On aurait dit quoi? Augmentation des taux au niveau de la Fed? On aurait parlé de quoi? On aurait parlé de tout ce que vous voulez? Crise énergétique? En fait, on va tout simplement chercher dans les médias et chercher dans le fondamental des billets de confirmation pour nous dire pourquoi il se passe ça. Mais s'il n'y avait pas ça, il y aurait autre chose. Et finalement, une raison pour ça, on vous en trouve 50. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas la guerre. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Voilà, les taux. Il n'y a pas les taux, il y a quoi à côté? Ce que vous voulez. Vous pouvez trouver n'importe quelle
n'importe quel biais de confirmation pour vous expliquer pourquoi ça descend. Moi, là, le graphique me dit, bon, on approche juste d'une zone de rechargement de vente logique, 618, qu'on rejette ici, c'est plutôt cohérent pour le coup. Ok ? C'est complètement cohérent. On continue avec le S&P, et on se fait exactement le même travail avec le S&P. Je vous l'avais montré il y a quelques temps de ça. Je dis pas qu'il faut pas prendre en compte la guerre, le géopolitique, parce que à m'entendre, on a l'impression que ça veut rien dire. Ça veut tout dire, bien évidemment. Mais c'est juste en fait quelque chose qui permet de nous rassurer et de rationaliser quelque chose de profondément irrationnel. Qu'est-ce qui est profondément rationnel ? Les marchés financiers. Les marchés financiers sont profondément irrationnels. On arrive également sur une énorme zone, et je vous l'avais montré très régulièrement, mais j'aime bien vous le remontrer, actuellement sur le S&P hors inflation, dans une zone de turbulence. On l'a rejeté une fois, on l'a rejeté 2 fois, on l'a rejeté 3 fois, on l'a rejeté 4 fois. Je vous avais dit dans une vidéo, je sais plus c'est laquelle, peut-être que ceux qui... J'essaierai de vous la retrouver, je passe en mensuel. Je vous refais ce petit disclaimer et ce attention. En fait, la dernière fois qu'on avait vu ce type de pattern, je vous le montre avec vous. Ok. Ici, vous voyez quoi ? Je finis la vidéo là-dessus, 30 minutes, super. Ok. Ici, on a un M-top en mensuel. La dernière fois que c'est arrivé, on a retracé très fortement crise des .com. Ok. Dès lors, avant, il n'y en avait pas eu. Ok, on avait même un joli W mensuel pour dire on repart. Hein. Quand il y a des jolis W mensuels, ça fait du bien. Ici, pareil. On a un M-top en mensuel. Je suis en mensuel sur le S&P 500 hors inflation. Il y en a qui vont retrouver, hein, pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines maintenant, vous vous rappelez de ce petit exercice-là, mais pour ceux qui viennent d'arriver et qui sont encore là sur la chaîne, c'est incroyable. Et ici, on est en train de tendre exactement la même chose. Ici, vous avez un M-top mensuel. Oh, ok. Confirmé. Confirmé. La dernière fois que c'est arrivé, bah c'était un crash, hein, tout simplement. Ici, crash de 2008. Ici, crash des .com. Ici, qu'est-ce qui se passe ici ? On ne sait pas. Peut-être continuation haussière. Ou peut-être crash, 3e guerre mondiale. Ok ? Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai gommé quelques biais psychologiques. Bien évidemment, c'est extrêmement important de prendre en considération toutes les situations géopolitiques, économiques, financières à travers le monde. Crise des .com, bulle Internet, crise des subprimes 2008 et crise des banques et chute de Lehman Brothers, 3e guerre mondiale ou guerre en Ukraine. 3e guerre mondiale, c'est un bien grand mot, bien évidemment, on n'y est pas encore, mais guerre économique mondiale, ça on peut le dire pour le coup et on peut le souligner parce que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Ben voilà, on aura un des plus grands cracks depuis les années 2008, sur plus fort que le crack Covid, bah peut-être là dans les prochaines semaines. Qui sait ? On ne sait pas. Donc est-ce qu'on peut agir en fonction de ça ? Oui, on peut agir bien sûr, et ça je vous remets sur la vidéo de lundi. Bah, ne mettez pas all-in sur des idées d'investissement, n'injectez pas tout votre cash parce qu'il y a un petit retracement sur Amazon ou sur Apple, c'est pas les soldes. C'est pas les soldes. Honnêtement, les soldes, en fait, on les fait jamais sur les marchés financiers. Parce que ici, on pouvait pas les faire, les soldes en mensuel, parce que c'était un V-top. Ici, on peut pas les faire parce que c'est un V-top. Ici, on peut pas les faire, c'est un V-top. Ici, on peut pas les faire, c'est un V-top. Ici, on peut pas les faire, c'est un V-top. On passe en weekly. Pour le coup, peut-être qu'on aura des structures en weekly. Et encore que, elles sont pas très jolies. Hein. Y a pas, en fait, on est dans le déni, on peut pas les faire. Les trucs comme ça, personne les achète. Hein. Y a personne qui achète ça. On les achète pas, nous. Non, c'est les baleines qui les achètent. Là, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne peut pas les acheter. Donc finalement, on peut jamais faire les choses. On subit les crashs, mais on ne profite pas des soldes. Par contre, il y a des points clés qu'on peut racheter. Actuellement, sur le Bitcoin, c'est intéressant d'encadrer des investissements, même si on sort un peu de la stratégie des 4 rois. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une zone de rechargement de vente, d'achat logique, bien sûr au-dessus d'une zone éco-classe, donc c'est difficile d'encadrer de façon rationnelle sur l'investissement moyen-long terme, mais ça peut très bien repartir extrêmement fort, je ne dis pas du tout le contraire, c'est même ce qui est le plus probable, c'est de partir pour faire de nouveaux sommets dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. On sera vigilant pour le regarder. J'espère que je vous ai aidé, j'espère vraiment que ce type de contenu vous plaît. J'essaie de raccourcir un petit peu les vidéos pour aller droit à l'essentiel. C'est très difficile pour moi parce que j'aime beaucoup parler et je pense que c'est important de vous partager mon expérience et dans l'idée même de vous faire gagner énormément de temps, c'est ça l'idée. Moi j'ai passé des milliers d'heures derrière les écrans à écouter des influenceurs, des youtubeurs. D'ailleurs vous avez sur la chaîne YouTube, parlons peu, parlons bien, je vous ai mis un onglet les chaînes, je vous ai listé 10 chaînes, quitte à faire le truc autant le faire bien, parce que je vous mets des liens des fois d'influenceurs, etc. Vous allez sur la première page des rois du Bitcoin, vous avez 10 chaînes que je recommande, que je m'inspire, qui m'ont apporté énormément pendant toute ma construction sur les 4 dernières années. N'hésitez pas à aller les découvrir, hein. Il y a CMA, il y a Field Pro Indicator, il y a
Il y a Karen Pewal, pas de problème. Il y a même David Laroche, un petit clin d'œil, mais encore une fois, dans cette stratégie, dans cette construction de psychologie, de mindset, de business, de liberté financière, etc., qui, je pense, en fait, au fond de moi, je pense que n'importe qui peut faire ce qu'il veut de sa vie, et je vous encourage bien sûr à faire des choses et des choses qui vous passionnent, parce que vous ne serez jamais aussi expert qu'une chose qui vous passionne, je vous le garantis. On reste là-dessus. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.